Non, bonjour tout le monde. Voici deuxième vidéo cours sur la cardio. On pourrait l'appeler la base 2. On va regarder un petit peu au niveau des anomalies, des problèmes de rythme. La prochaine slide, dans le fond, qui est une vidéo YouTube. Vous avez le lien à la fin de la présentation qui permet vraiment d'aider de façon très très simple à comprendre tout comment fonctionne l'électricité au niveau du cœur avec l'électro et le mouvement sanguin. Donc, on va regarder ça ensemble. Prochaine diapositive. Le système de conduction cardiaque se compose des éléments suivants. Le nœud sinusal, aussi appelé nœud sinu-atrial ou nœud SA, situé dans l'oreillette droite près de l'entrée de la veine cave supérieure. Le nœud sinusal est le pacemaker naturel du cœur. Il initie tous les battements de cœur et détermine la fréquence cardiaque. Le signal électrique généré dans le nœud SA s'étend aux oreillettes et a pour effet que celles-ci se contractent. Le nœud auriculo-ventriculaire, aussi appelé nœud AV, situé de l'autre côté de l'oreillette droite. Le nœud AV a pour fonction de transmettre l'impulsion électrique des oreillettes au ventricule avec un petit délai de temps. Ce délai est nécessaire pour s'assurer que les oreillettes ont éjecté tout le sang dans les ventricules avant que les ventricules ne se contractent. Le signal électrique passe ensuite dans le tronc du faisceau de His. Celui-ci, après un court trajet, se divise en deux branches, une pour le ventricule droit, l'autre pour le ventricule gauche. Le signal passe ensuite dans le réseau de Purkinje et s'étend au myocarde ventriculaire. Les activités électriques du cœur peuvent être enregistrées sous la forme d'un électrocardiogramme, un ECG. Un ECG est un enregistrement composite de tous les potentiels d'action produits par les nœuds et les cellules du myocarde. Chaque onde ou segment de l'ECG correspond à un certain événement du cycle électrique cardiaque. Lorsque les oreillettes sont pleines de sang, le nœud SA déclenche une impulsion qui est rapidement transmise aux oreillettes et suscite leur dépolarisation. Ceci est représenté par l'onde P sur l'ECG. La contraction des oreillettes, ou systole auriculaire, commence environ 100 millisecondes après le début de l'onde P. Le segment PQ représente le temps nécessaire à la transmission de l'impulsion électrique du nœud SA au nœud AV. Le complexe QRS marque le déclenchement du nœud AV et représente la dépolarisation ventriculaire. L'onde Q correspond à la dépolarisation du septum interventriculaire. L'onde R est produite par la dépolarisation de la masse principale des ventricules. L'onde S représente la dernière phase de la dépolarisation ventriculaire à la base du cœur. La repolarisation atriale se produit également pendant cette période, mais le signal est obscurci par le grand complexe QRS. Le segment ST reflète le plateau du potentiel d'action du myocarde. C'est à ce moment que les ventricules se contractent et pompent du sang. L'onde T représente la repolarisation ventriculaire immédiatement avant la relaxation ventriculaire ou diastole ventriculaire. Le cycle se répète avec chaque battement de cœur. Donc, la vidéo représente bien, explique bien de façon simple le mouvement au niveau électrique, au niveau des mouvements du sang, au niveau du cœur, et ainsi au niveau du positionnement, dans le fond, dans l'ECG. Donc, si on fait un petit résumé encore, on regarde ça. Donc, on a notre nœud sinusal qui, lorsqu'il est déclenché, dans le fond, c'est notre onde P. Donc, une onde P qui est ici, qui est normale, qui a cette grosseur-là. Donc, quand on a des anomalies, vous remarquez une anomalie de l'onde P, ça va donner une information d'une anomalie au niveau du déclenchement, au niveau des oreillettes comme tel. Okay? Donc, si ça serait prolongé. On a l'intervalle ici. Donc, l'intervalle,
qu'on va calculer au niveau de P jusqu'à R, qui s'en vient dans le fond au nœud sinusal, donc qui donne un délai pour que le temps que les oreillettes se vident dans les ventricules. Si cet intervalle-là, il est prolongé, donc on a un début de retard, de bloc par exemple, ben, automatiquement, mon cœur devient bradycarde parce que j'ai un prolongement de mon intervalle ici, donc ça vient allonger, ça vient ralentir mon rythme cardiaque. Ensuite, on sait que ça descend au niveau du faisceau de His et ça va se séparer au niveau des fibres de Purkinje pour venir faire la contraction ventriculaire. Donc, contraction ventriculaire qui va être mon QRS, dans le fond, qui vient, lui, vider mes ventricules. Donc, par exemple, un QRS qui serait très, très, très élargi, un QRS avec des anomalies dessus, vous indique au niveau ventriculaire qu'il se passe quelque chose de pas normal. Okay? Aussi, lorsqu'il y a des déformations au niveau, exemple, ventriculaire, peut venir cacher d'autres dépolarisations, repolarisations en arrière, okay? Du fait que ça prend beaucoup de place. Donc, le passage, mon nœud sinusal qui déclenche, il vient déclencher mes oreillettes, s'en vient dans mon nœud atrioventriculaire, qui lui vient créer le retard, descend dans mes deux branches, vient créer la contraction des ventricules. Et on répète le processus complet à chaque fois. Donc, si ensuite on va venir regarder au niveau des anomalies. Donc, voici l'image qui nous fait bien comprendre l'origine. Donc, notre nœud sinusal qui est ici, qui déclenche pour aller vers notre nœud au centre. Et là, on a une extrasystole qui vient d'être déclenchée dans une oreillette dans un autre endroit. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une morphologie qui est différente. Donc, tant qu'à parler d'extrasystole, on va parler de FA, que vous connaissez sans doute assez bien. Donc, c'est plus un seul foyer, mais c'est multiples foyers qui sont déclenchés au niveau des oreillettes. Ce qui va amener la fibrillation auriculaire ou atriale, par exemple. Donc, multiples déclenchements dans les oreillettes qui viennent stimuler le nœud, qui lui va filtrer pour ne pas toutes les laisser passer. Donc, on le voit ici à l'électro, vous allez voir automatiquement, même sur votre 4 brins, là, toutes les spécules d'onde P qui sortent partout. C'est la raison aussi qui explique pourquoi elles ne sont pas tous pareilles, parce qu'elles ne sont pas déclenchées par le nœud sinusal, elles arrivent de partout, donc ont des morphologies différentes. Et le nœud qui va suivre va filtrer tout ça pour pas que le patient tombe en tachycardie vraiment intense, là. Donc, comme les oreillettes ne se contractent pas normalement, ben ça devient plus difficile, dans le fond, pour le pompage du sang. Ce patient-là est anticoagulé. S'il ne l'est pas, va devoir l'être. Et puis, il y a moins de quantité de sang. Là, la pompe cardiaque est réduite d'environ 10% lorsque les patients sont atteints de FA. Donc, parlons d'un autre type de RIP au niveau atrial, le flotteur. Donc, le flotteur atrial au niveau des oreillettes, différent de la FA. Donc, un truc qu'on peut bien observer de façon plus distinctive, c'est le phénomène de dents de scie. Donc, on voit au niveau des ondes P qui ressemblent à des dents de scie qui sont répétées et qui sont pratiquement toujours identiques. C'est ce qu'on va appeler le flotteur atrial. Le flotteur atrial, c'est un onde qui est quand même coordonné, contrairement à la FA, mais c'est un onde qui tourne comme en rond au niveau de la stimulation. Donc, on va remarquer dans le fond des ondes P qui sont répétées en dents de scie, parfois avec des ratios toujours égales. Okay, un 2, 1, un 3, 1, un 4, 1, parce qu'il va être filtré évidemment auprès du nœud AV pour ne pas permettre le passage à toutes les fois. Là, ça va être un RIP qui va être déclenché entre 250 et 350 fois minute. Donc, le nœud AV va filtrer les influx pour ne pas toutes les laisser passer. Des patients là, qui ne seraient pas traités, puis qui auraient ça depuis un moment, là, pourraient être atteints là, de tachycardie quand même chronique depuis un petit moment, là, qui ça va entraîner des contractions ventriculaires jusqu'à 150 fois minute. Là. Donc, si on regarde l'image, ça nous montre là, le phénomène, dans le fond, de boucle. Contrairement à tantôt la FA, qui c'est anarchique, c'est déclenché partout. Dans ce cas-ci, c'est le nœud sinusal qui envoie en boucle, en continu, au niveau du nœud AV. Donc, on est toujours dans les extrasystoles, mais on va descendre du côté du ventricule, donc extrasystole ventriculaire. Donc,
Notre influx est supposé partir de mon nœud sinusal, descendre jusqu'à mon nœud AV et puis descendre. Mais on fait ça de c'est séparé en deux, au niveau des fibres de Purkinje, gauche et droite. Et dans ce cas-ci, j'ai un déclenchement au niveau du ventricule, dans un certain endroit, par exemple ici, il est déclenché là, et qui m'amène un déclenchement d'un QRS. QRS avec une morphologie qui va être différente des QRS standards, comme on a ici, QRS standard, et puis à un moment donné, un QRS avec une morphologie différente. Donc, c'est un extracystole qui est déclenché ailleurs. C'est des choses qui peuvent être quand même fréquentes, principalement chez les personnes âgées, les patients qui sont atteints de maladies cardiaques, d'insuffisance cardiaque, de maladies au niveau des valves cardiaques. Elles peuvent être produites par des stress, par des émotions, consommation encore de café, d'alcool, de thé, aussi médicaments comme on a parlé précédemment pour le rhume, les allergies et l'asthme comme tel. Donc, on parle d'extrasystole, mais qu'on va venir plus parler aussi de fibrillation ventriculaire, donc multiples foyers ectopiques. Les foyers ectopiques, ça veut dire qu'ils sont déclenchés dans des endroits différents au niveau ventriculaire. Donc, tantôt, on avait un extrasystole qui est déclenché, qui amène un QRS, tout simplement. Dans ce cas-ci, au niveau de la fibrillation ventriculaire, ben, c'est multiples foyers, comme on avait tantôt au niveau de la FA, mais au niveau ventriculaire, qui sont déclenchés et là, qui vont amener justement une anarchie au niveau des QRS. Et le patient, évidemment, va tomber en arrêt cardiaque très rapidement. Donc, si on passe maintenant, on revient au nœud sinusal. Donc, on va parler de la pause sinusale, qui est un phénomène qu'on voit parfois sur le terrain, qui est quand même assez simpliste. Là. Donc, c'est vraiment l'absence d'onde P qui n'est pas envoyée. Donc, on a SLECG, P, QRST, P, QRST, et puis plus d'onde P du tout. Évidemment, votre patient ne se sent pas bien là, durant ce délai-là. Dépendant de la durée du délai, ça peut faire chuter la pression très rapidement. Votre patient pourra même tomber en arrêt cardiaque là, si ça dure, par exemple, 10 secondes, par exemple. Il va se sentir mal, c'est sûr. Donc, on pourra avoir une relève qui essaie de déclencher dans un milieu ectopique une onde P différente, ou même le nœud AV pour essayer de prendre la relève si le délai est trop long. De leur remarquer que votre onde P ne sera pas comme d'habitude, va être différente en morphologie comme telle. Donc maintenant, si on regarde au niveau du nœud AV, on va regarder le bloc premier degré au niveau du nœud AV. Donc, si on revient comme toujours au début, notre signal part et descend à chaque côté de nos oreillettes et puis s'en vient au niveau du nœud AV. On sait que le nœud AV, lui, retarde légèrement pour descendre après ça au niveau de nos ventricules. Donc, il vient créer un intervalle de mon onde P, dans le fond l'intervalle PR, d'un léger ralentissement qu'on a ici la norme, et puis il y a plusieurs endroits où c'est inscrit là, au niveau des normes de chacun. Et puis là, on va avoir un rallongement, donc un prolongement de l'influx qui va descendre moins vite en bas. Automatiquement, si ça descend un petit peu moins vite, mon patient devient un peu bradycarde. Et puis, c'est ce que vous allez pouvoir dénoter sur toutes les ondes P avec l'intervalle PR qui est rallongé. Donc, il y a différentes causes là, qui peuvent amener ça, là, des fibroses, des scléroses du système de conduction, évidemment des cardiopathies de ces patients-là, de la médication, bêta-bloqueurs, des inhibiteurs calciques, des trucs comme ça, de valvulopathie, des problèmes de valves, des troubles cardiaques congénitaux, des choses comme ça pourraient amener ce type de problématique. Donc maintenant, si on regarde le bloc second degré, on va appeler le Mobitz 1, ou encore le Winkelbach. Donc le phénomène Winkelbach, ou un bloc de deuxième degré, c'est des allongements de mon intervalle PR jusqu'au blocage d'un onde P. Donc si on regarde sur l'électro ici, donc on a l'intervalle PR, par exemple, qui est normal, rallongé, et puis absent. Donc un battement complet qui est enlevé. Et on recommence le phénomène comme ça. Donc le patient tranquillement développe une certaine bradycardie par mon intervalle PR qui s'allonge jusqu'à bloquer complètement un battement. Maintenant, si on regarde le Mobitz 2, donc contrairement au Mobitz 1 qui est une progression de l'intervalle PR qui est prolongé jusqu'à l'absence d'un onde P, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment d'intervalle rallongé de l'onde PR et on a juste une absence d'onde P. Donc,
j'ai mon PQRST, mon PQRST, et puis j'ai l'absence. Souvent, on va marquer des ratios. Exemple ici, j'ai 2 battements complets et j'ai l'absence. 2 battements complets et j'ai l'absence d'un onde P. Et on va le voir comme 2 ondes P, une après l'autre, c'est parce qu'il manque un QRS en plein centre. Donc, ce patient-là, lui-ci va présenter une bradycardie. Là, dans le fond, il va commencer à présenter une bradycardie comme telle. Donc, si on prend maintenant le bloc 3e degré, donc c'est un bloc complet du nœud AV, comme on l'a vu dans la cardio de base 1. Là. Donc, c'est l'absence complète de connexion entre en haut et en bas. Donc, en haut, j'ai des déclenchements d'ondes P, mais qui ne passent pas par mon faisceau pour descendre, stimuler mes ventricules. Donc, automatiquement, j'ai un foyer pacemaker comme automatique qui va venir déclencher toute seule pour amener une contraction ventriculaire. Donc, le corps est bien fait que si mon nœud sinusal ne fonctionne pas, mon nœud ici en bas va essayer de prendre la relève. Puis si lui ne fonctionne pas, ben mes faisceaux en bas vont venir prendre la relève aussi. Donc, par contre, on vient toujours de descendre au niveau de la bradycardie parce que la relève est toujours plus basse. Donc, exemple, entre 80 et 100, 60-40 de mémoire et autour de 40 et 20 au niveau des fibres de Purkinje. Donc, votre patient va présenter vraiment une bradycardie. Et là, de pouvoir voir à l'électro, dans le fond, aucune correspondance. Là, mon PQRST, j'ai comme un onde P toujours régulière qui est présente, qui est déclenchée au niveau de mes oreillettes, mais qui est vraiment pas associé à un QRS comme tel. Donc, ce qu'on va appeler des rythmes d'échappement. Donc, les rythmes d'échappement, c'est la relève qui essaie de prendre, qui va prendre la suite des choses. Donc, j'ai mes ondes P qui sont déclenchées et j'ai mon rythme d'échappement au niveau des méfaits de Purkinje, par exemple, qui vient prendre la relève ici. Donc, j'ai un patient qui est extrêmement bradycarde dans ce cas-ci, qui va être symptomatique pour sûr. Donc, si on regarde au niveau du bloc de branche gauche, donc c'est quelque chose qu'on voit de façon très fréquente sur l'ambulance, dans les dossiers du patient ou même sur les électros. Donc, souvent, un bloc de branche gauche peut être tout simplement secondaire, une ancienne lésion qui a laissé une trace. Ce qu'on peut remarquer dans le fond, si on revient à la base, mon nœud sinusal déclenche, mon nœud AV, l'intervalle PR, et puis je descends dans mes faisceaux. Et là, exemple, j'ai mon ventricule gauche pour mon bloc de branche gauche qui ralentit l'influx. Donc, mon droite va se contracter avant mon gauche. Et ce qui va faire qu'on va remarquer, dans le fond, les QRS qui sont élargis. Donc, les QRS très élargis. Et on va remarquer nos oreilles de lapin. Donc, le ventricule droit suivi du ventricule gauche donne un QRS élargi. Donc, ils ne sont plus synchronisés ensemble, ils sont légèrement désynchronisés. Ce qui fait que notre intervalle est plus large, ce qui nous indique, dans le fond, le bloc de branche gauche complet. Ce qui vient aussi fausser les données, si on vient chercher, on essaie de trouver une ischémie avec des élévations de ST en cause de notre QRS qui est très large. C'est pour ça qu'il existe là, le Scarbosa pour essayer de démystifier ça, que peut-être un jour on prendra un petit peu de temps pour en parler. Donc au niveau du bloc de branche droit, qui est moins dangereux que le bloc de branche gauche, qui lui va souvent atteindre même les deux ventricules, le bloc de branche droit, souvent lui-ci, ça va être lésionnel au niveau de l'atteinte. Et a des conséquences hémodynamiques qui sont moins graves, qui sont plutôt négligeables si on compare au bloc de branche gauche. Donc ça revient encore sur notre principe comme tel. Donc mon bloc ici se fait au niveau de mon ventricule droit. Donc c'est mon ventricule gauche qui lui va faire la contraction avec l'influx électrique et après ça, coup qu'elle va être faite, elle va traverser de l'autre côté pour venir créer la contraction en passant par les autres chemins. Ce qui fait que ça se fait en deux temps, comme dans mon bloc de branche gauche. Si on regarde dans le fond V1 se trouverait être ici au niveau de la lecture et V6 se trouverait être de ce côté-ci de la lecture. Donc V1 me donne ma lecture en positif et lui en négatif. Donc, il va nous indiquer, dans le fond, qu'on voit ici, là, le début avec nos fameuses oreilles de lapin, notre QRS qui est très élargi et qui est ralenti au niveau de notre bloc de branche droit. Un petit retour encore sur l'infarctus du myocarde. Donc, on regarde au niveau de l'évolution comme on avait regardé dans le cardio de base 1. Donc, dans les premières minutes, donc on peut avoir un onde T qui est trop ample, qui pourrait être quand même symétrique et large.
On pourrait aussi avoir une dépression du segment ST ou une inversion de l'onde T. Suivi par après l'élévation du segment ST, donc au niveau des heures. Donc le segment ST qui vient s'élever. On a aussi une prolongation de l'intervalle QT entre le Q et le T, donc devient plus large. Et par la suite, va venir s'installer l'onde Q de nécrose. Et ce qu'on pourrait même voir là, dans la littérature, qu'il faut parler aussi d'une onde U qui pourrait suivre par la suite. Là, après votre onde T, là, une onde U qui pourrait être présente, qui vient vraiment indiquer une nécrose des tissus comme tel. Donc, si on regarde à partir du début, donc l'ischémie du myocarde, donc vraiment une insuffisance. Votre patient commence à présenter justement l'électro, une élévation de l'onde T. Par ici, c'est ce qu'on voit très bien. L'intervalle QT qui est rallongé. Donc, ça pourrait être tout simplement ça pourrait être symptomatique ou asymptomatique. Dans le fond, tout dépendant de l'état du patient. Dans le fond, clairement, il y a une problématique. Donc, c'est à considérer. Et par la suite, vient s'installer l'élévation du segment ST. Donc, si on regarde au niveau ischémique, là, au niveau sous-endocardique puis sous-épicardique, vous avez sûrement déjà entendu, je trouvais ça pertinent de mettre une image juste pour comprendre c'est quoi. Donc, sous-épicardique, donc c'est vraiment à l'extérieur du myocarde que l'infarctus va se situer, et sous-endocardique, donc c'est la paroi intérieure qui est atteinte de l'endocarde. C'est pour ça que ces deux termes sont utilisés lorsque vous voyez ça. Donc, si on revient à l'élévation de ST, donc si on regarde par la suite de l'évolution, donc mon ST est élevé, mon QT est prolongé. Donc, j'ai vraiment l'indicatif là, que je suis en infarctus présentement. Et puis, par la suite, c'est l'onde Q qui vient s'installer, donc une nécrose. Le patient n'a pas été traité à temps. Il garde une séquelle dans son électro, donc une paroi qui est nécrosée, donc ce qu'on va appeler un trou électrique. Et on va voir dans les dérivations, dans le fond, l'onde Q là, qui est ici, qui est vraiment prolongée, on le voit très bien dans V1, V2, V3 et même dans d'autres dérivés, là, on va voir ici. Donc, si on regarde une image un petit peu plus proche, donc c'est vraiment une déformation. Et l'onde Q est installée, qui indique des séquelles de son infarctus. Donc, en espérant que ça vous a aidé, voici des références sur YouTube, comme la vidéo que vous avez vue au début, là, c'est très, très, très bien vulgarisé, là, que je vous invite à faire des recherches. Évidemment, c'est illimité là, au niveau de ce qu'on peut faire comme discussion, mais on commence par là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.